appui feu dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, appui feu. Attention, 600 mètres. Hello, pour ce nouvel épisode des explorations de Flo, je me rends dans un endroit où très peu de gens peuvent aller, une base militaire clé pour l'armée française et la DGA, et pour cause, c'est là que sont testés les missiles. Donc là, on vient d'arriver sur site, c'est une base militaire en grande majorité, cette île. Il y a juste une enclave là-bas qui est un camp naturiste, c'est 2 salles, 2 ambiances. Mais le reste, c'est géré par la DGA, donc la Direction Générale de l'Armement. C'est eux qui développent, testent et achètent les armes de l'armée française. Au total, ils pilotent 18 sites en France, dont les plus importants pour les tests de missiles sont Biscarrosse, Saint-Médard-en-Jalles et ici sur l'île du Levant. Donc ici, on est sur Port-Avis. Port-Avis, en fait, c'est le port principal en fait, du centre d'essai de l'île du Levant. C'est là où on a nos moyens nautiques. Donc là, ce que vous voyez ici, en fait, nous on appelle ça une barge. En fait, c'est un moyen télécommandable à distance, il n'y a personne à bord. Et là, en fait, ils sont en train de la préparer pour le tir qui est prévu cette journée. Dessus, on voit la cible, donc c'est la partie jaune. On voit le niveau de précision qu'il faut parce que 1 mètre trop bas, le missile percuterait le bateau. Donc la cible a fait 6 mètres par 3. Donc on est sur des niveaux quand même de précision. Ouais, c'est ça, parce qu'effectivement, nous, notre but également, c'est que ça ne frappe pas au niveau de la ligne de flottaison et après que ça touche notre barge. En fait, l'île du Levant est quasiment dans sa totalité militaire depuis la fin du XIXe siècle. Et en fait, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la France avait pris un énormément de retard en fait, dans le développement des missiles. Donc les Allemands avaient commencé à développer des missiles, etc. Donc d'abord la marine a commencé à se réapproprier l'île du Levant pour faire des essais de missiles dans la première génération des missiles français. Donc en fait, depuis le début des années 50 ici, l'île du Levant est un centre d'essai de missiles. L'île, elle fait 8 km de bout en bout à peu près, donc c'est un endroit qui est protégé vis-à-vis du secret de la défense nationale. On a des gendarmes de l'armement qui sont là justement pour garantir cette sécurité. Ils sont assistés de certains équipements que je ne détaillerai pas ici pour détecter les intrusions, etc. Parce que c'est ici que sont testées les futures armes de l'armée française. Effectivement, on a une activité qui est relativement confidentielle, effectivement. Ici, c'est un radar de veille maritime. On teste des spécimens qui sont quand même à risque, donc on joue un petit peu avec le feu ici. Donc on fait en sorte en fait de dégager la zone maritime. Et on a des bateaux qui sont sur zone et on a des hélicoptères également. D'ailleurs, on entendait peut-être tout à l'heure un petit bourdonnement, mais ça c'est l'hélicoptère qui est en train de travailler. On est là avec des spécimens qui sont par nature dangereux. Et on doit faire en sorte de maîtriser le risque de blesser personne, a fortiori qu'il y ait des morts, et puis et de préserver également l'environnement, parce que ça fait partie également de notre rôle. Alors là, on voit l'énorme caisse à l'intérieur de laquelle il y avait le portique de tir du missile qu'on va voir juste après. Aujourd'hui, le réarmement, il faut savoir que c'est un enjeu hyper important pour l'armée. En fait, depuis le 28 février 2026 et l'offensive militaire conjointe des États-Unis et d'Israël appelée Epic Fury, les frappes aériennes ont été déclenchées sur l'Iran. Les forces iraniennes ont riposté par des tirs de missiles et de drones dans la région du Golfe. Et pour éviter que le conflit s'étende et dans le respect des accords de défense avec certains pays comme les Émirats arabes unis, le gouvernement français a déployé des systèmes radars et de défense antimissiles, ainsi que des rafales équipées de missiles Mika. Grâce à ce dispositif, de nombreux drones et missiles iraniens ont été interceptés. Mais le rythme des opérations met sous pression les stocks de missiles et pour les réapprovisionner, c'est notamment ici que ça se joue. Les missiles Mika sont fabriqués par la société MBDA, la même entreprise qui développe le missile testé aujourd'hui, le MASTEF, pour missile air-sol tactique futur. Si les missiles Mika sont prévus pour équiper les avions Rafale, le MASTEF est destiné principalement à équiper les hélicoptères Tigre. Ok, cool. Donc ici, on est au poste optique de Verrette. Donc là, on peut voir là juste devant nous, donc une tourelle optique. Bonjour, merci beaucoup de nous présenter un petit peu la partie tir. Est-ce que vous pouvez m'expliquer votre travail déjà? Moi je suis donc manager d'affaires pour DGA Essai de missiles. Une mission, ça consiste à assurer le suivi de l'essai depuis la phase de définition du besoin
jusqu'à la réalisation du tir et la fourniture des données de restitution. Ça là, ce qu'on voit, ça sert à quoi? Donc ce sont des tourelles qui permettent de visualiser le départ du missile et de le suivre durant toute sa trajectoire. Et a posteriori, ça va servir à reconstruire la trajectoire du missile qu'on fournit ensuite à l'industriel pour qu'il puisse faire ses analyses. Donc il y a 9 tourelles qui sont réparties sur toute l'île du Levant et on en a également une qui est sur l'île de Port-Cros. Attention à la tête. Donc là on est dans la tourelle optique qui est en train de suivre la cible. Et donc l'opérateur doit s'assurer de garder la cible dans son champ de vision en permanence durant tout l'essai. Il est en train de changer la position de la tourelle pour observer un peu au large ce qui se passe autour de la cible. Pendant l'essai, pendant le tir réel, sa mission, ça va être de suivre le missile depuis son départ jusqu'à l'arrivée sur la cible. Donc il le suit tout au long de sa trajectoire. Pourquoi c'est utile de tester ces missiles justement avant de les envoyer sur les terrains d'opération? Les missiles en fait c'est des systèmes qui sont très complexes. Si on les envoie direct en opération, ils sont pas fiables en fait. L'intérêt de tester plusieurs fois les missiles de manière incrémentale, c'est de s'assurer qu'ils vont représenter aucun danger pour l'utilisateur lors de son utilisation. Donc là derrière moi c'est le phare du Titan qui est toujours opérationnel et derrière on voit la barge qui est en train de partir avec à bord la cible justement qui va être visée par le missile. Donc là on est vraiment sur le pas de tir, là à l'intérieur de Sportic il y a le missile qui va partir dans maintenant 4 heures. Tout le monde se met en place et on va commencer la chronologie finale. Donc dans ces boîtes, on a des caméras rapides qui vont nous permettre de prendre des images à 5000 images par seconde. Donc on va vraiment avoir une mesure de la déformation de la porte pendant la sollicitation au moment du tir. Est-ce que ça peut impacter potentiellement On peut la trajectoire, éventuellement avoir des effets sur le lancement, oui, tout à fait. Et ces caméras font 128 Go chacune. On va exposer les deux caméras, donc 256 Go en 8 secondes. Ah, c'est énorme, hein. Nous 128 Go c'est une journée de tournage je pense. Mais bon, on ne travaille pas à la même cadence. Je vais faire un petit peu d'histoire. Je vais revenir à l'origine de la direction générale de l'armement. En fait, elle est née de la volonté du général de Gaulle au début des années 60 de créer une force de dissuasion autonome et souveraine. The Redoubtable, France's first nuclear-powered submarine, is ready for launching. Et donc au fil des années, la DGA est devenue une industrie qui a employé jusqu'à 100 000 personnes. On construisait des bateaux, on construisait des chars, des fusils, des obus. Et le point de rupture a été aux années 89, en fait à la chute du mur de Berlin, où là la DGA s'est recentrée sur ses missions. La DGA, pour qu'on comprenne bien, donc, elle commande des armes, elle n'est pas fabricante d'armes. Elle s'est recentrée sur un rôle effectué de maîtrise d'ouvrage. Donc la première mission de la DGA, c'est d'équiper les forces, de la conception jusqu'à sa durée de vie opérationnelle, parce qu'effectivement, souvent on a des systèmes d'armes en fait, qui durent des décennies. Donc, quand j'ai commencé ma carrière de jeune ingénieur, j'ai fait les premiers essais du Charles de Gaulle et il est toujours actif quelques décennies plus tard. Tommaso à la barre, en route 261. Et ça va jusqu'au démantèlement et la déconstruction des systèmes d'armes également. Et à ce titre, la DGA est le premier investisseur de l'État. La deuxième mission, c'est la mission d'origine, c'est garantir la crédibilité de la dissuasion nucléaire. Ça n'a pas changé. They believe that nations will be so afraid of the possible effects of a nuclear war, they'll avoid any war at all costs. Et après, une autre des missions, c'est la DGA également éclaireur technologique. C'est tout ce qu'on appelait jusqu'à présent la recherche et développement. Donc on injecte en fait une somme relativement conséquente tous les ans dans tout ce qui est innovation. Donc à peu près 1 milliard d'euros par an pour financer des thèses, etc. dans les universités, etc. Ou des applications très très concrètes. Une petite start-up qui a un produit qui est prometteur. L'idée va les subventionner, etc. On va très rapidement, en fait, en méthode agile, très rapidement pour aller tester. Si ce site est stratégique aujourd'hui, il va le devenir encore plus dans le futur. Selon le projet de loi de finances, le budget consacré à la défense pour 2027 sera de 64 milliards. C'est 2 fois plus que le budget de 2017. Parmi les principales commandes cette année, on retrouve des véhicules, des moyens nautiques et aériens, des drones, des fusils et des missiles comme celui qui va être testé aujourd'hui. Donc là, on arrive au hangar des cibles.
Donc c'est à la fois le lieu de stockage et le lieu où on prépare les cibles en vue de nos essais. Et la plupart du temps, lorsqu'on fait des essais de missiles, on lance les missiles sur des cibles. En fait, c'est comme des drones. Voilà. C'est piloté par des pilotes à distance. Les forces armées ou les clients doivent les détecter et ensuite essayer de les neutraliser. Alors là, juste à côté de moi, il y a pas mal d'aéronefs de tailles différentes. Ça simule en fait des drones ou des avions de combat qu'on peut retrouver sur les terrains d'opération. Et il y en a notamment quelques-uns qui ont les mêmes gabarits que les drones Shahed 136, parce qu'aujourd'hui, c'est une des problématiques justement pour les troupes déployées, notamment dans les pays du Golfe en ce moment. Ces drones-là, en fait, ça coûte presque rien à produire, entre 4 et 7 000 euros selon la revue Le Grand Continent. C'est 5 fois moins cher qu'un drone équivalent qui serait produit aux États-Unis. Et les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, les dispositifs de défense des armées, que ce soit les systèmes antiaériens ou les missiles, du coup, pour neutraliser ces drones, coûtent beaucoup plus cher que les moyens d'attaque, ce qui à terme pourrait poser un problème pour les troupes des grandes armées mondiales. En termes de taille, le drone Shahed, ça va plutôt ressembler à ce type de cible. Cependant, les performances vont plutôt s'approcher de l'autre type de cible. Okay. Voilà. Un drone Shahed, il faut savoir que ça va à peu près vers les 180 km/h. Et là, on va plutôt être vers les 300 km/h. J'imagine qu'il y a beaucoup de tests sur des drones de ce type-là en ce moment, parce qu'on voit que c'est énormément utilisé, parce que ça coûte rien à produire et qu'il y en a énormément. Exactement. Ici, donc, c'est notre cible la plus performante, qui s'appelle la BQM 167i. En termes de performance, on est au-dessus de Mach 09 et on peut voler à 15 000 mètres d'altitude. Ça veut dire quoi Mach 09 ? Mach 09, c'est quasiment la vitesse du son. Voilà. Okay. À peu près sur ça, c'est 1200 km/h. Et pourquoi on essaie d'avoir ces performances ? Parce que c'est ce que des avions de combat peuvent faire aujourd'hui ? Exactement. Ils peuvent aller un peu plus, les avions de combat, mais nous on essaye d'aller le plus vite possible et d'avoir des cibles qui soient le plus performantes possible. Avec, j'imagine, des coûts qui restent corrects, parce que c'est quand même... Le but, c'est de les détruire. Exact. Le but, c'est de les détruire, mais si on peut, on les récupère. Et donc sur ce modèle, on fait des récupérations en mer. Ensuite, on va la nettoyer et la réutiliser le plus possible. C'est des cibles qu'on a récupérées en retour d'essai et ils sont en train justement de changer les ailes qui étaient endommagées et de les repréparer pour d'autres essais. C'est un petit format, ça ? C'est plus de l'artillerie. Ah, c'est de l'artillerie. C'est de l'artillerie. C'est une balle, on va dire. Parce qu'un missile comme aujourd'hui, j'imagine que le drone, il est capote. Même un obus aussi. Hein. Ouais, un obus aussi. Donc là, aujourd'hui, l'essai qui est fait, ça va être sur une cible navale qui représente plutôt un navire. Exactement. Là, c'est la partie aérienne. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'île du Levant, on n'a pas de piste de décollage. Donc, elles sont lancées depuis des pas de tir avec des rampes de lancement. Ok, comme des catapultes. Comme des catapultes. C'est des catapultes. Ça, c'est des pièces, des charges utiles qui nous permettent de modifier la représentativité des cibles, des équipements en fait qu'on va monter sur les cibles. Donc, il faut savoir que ça, par exemple, une lentille de Lundberg, ça augmente de 15 mètres carrés la surface de la cible quand elle va être détectée. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'avec un petit drone, vous pouvez lui faire croire que c'est un... C'est un gros drone, un avion, exactement. Et on peut en mettre plusieurs. Ici, on a ce qu'on appelle nez chaud, c'est un brûleur qui va créer un point très chaud à 700 degrés et que le missile aille sur le nez. Donc là, par exemple, il y a un nez qui a été touché. On peut avoir des traceurs infrarouges, tout un tas d'équipements. Vous aviez commencé votre carrière sur l'inauguration du Charles de Gaulle. Est-ce que vous avez vu justement cette évolution liée à l'armement ? Ah ouais, complètement quoi. Parce qu'effectivement, à l'époque, on sortait de la guerre froide, hein. Donc c'était les armées conventionnelles. On est passé à des guerres avec des petits détachements en Afrique, en Afghanistan, etc. Des guerres dites asymétriques, en fait, où on n'avait pas une armée conventionnelle en face, où on avait des terroristes, etc. C'est une force d'ingénierie, en fait, déjà, c'est 10 500 personnes. Et c'est vrai que ces dernières années, les compétences ont évolué en fonction du contexte géopolitique, etc. Donc là, ces derniers, typiquement, la cyber a explosé. L'intelligence artificielle a explosé. Donc
là, on voit derrière moi les catapultes entre guillemets dont on parlait tout à l'heure pour lancer les aéronefs type drone pour le test des missiles. Selon la loi de programmation militaire, le budget alloué à la défense pour la période 2024-2030 est de 413 milliards d'euros. C'est 40% de plus que sur la période précédente et pour cause, un rapport de l'Assemblée nationale publié en 2023 avait révélé que les stocks de munitions étaient insuffisants et qu'ils ne duraient que quelques semaines en cas de conflit prolongé comme c'est le cas aujourd'hui en Ukraine. La France a déjà réaugmenté ses commandes et dispose pour se fournir d'un grand complexe industriel de défense. C'est le deuxième plus grand fournisseur d'armes au monde avec 9,8% des armes vendues sur la planète. Parmi les principaux fournisseurs de l'armée française, on compte Dassault pour les avions, Naval Group pour les sous-marins, Thales pour les systèmes électroniques et MBDA pour les missiles. Donc là, on va rencontrer la directrice de programme du missile qui va être testé aujourd'hui, mais pour des raisons de sécurité, elle préfère ne pas montrer son visage. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté de nous rencontrer. Moi, je m'assure de la gestion de projet des programmes de missiles anti-chars. Donc j'ai un besoin qui est exprimé par les forces opérationnelles. Je le traduis en spécifications techniques et ensuite je me tourne vers l'industrie pour qu'elle réalise l'équipement qui répondra aux besoins des forces. Et c'est quoi le missile qui va être testé aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est un missile anti-char, c'est le missile air-sol tactique futur, qu'on pourra appeler plus tard le MASTEF, destiné à équiper les hélicoptères Tigre en premier lieu d'une capacité à neutraliser de façon très précise, avec des effets maîtrisés, des combattants, des chars et des infrastructures. Sur ces missiles-là, est-ce qu'il y a des technologies qui diffèrent vraiment des technologies qu'on avait l'habitude d'utiliser? Il a récupéré un certain nombre de briques technologiques issues de son petit frère, le missile moyenne portée, qui est tiré depuis le sol et qui est en service actuellement dans les forces. Les missions anti-chars en plus, donc plus loin, plus fort et avec plus de précision. Son petit frère, il a une portée jusqu'à 4 km et celui-là, il a une portée d'au minimum 8 km. L'objectif de ce test, justement, c'est de tester les capacités optroniques de ce missile et notamment le guidage par voie laser. Donc en fait, on a plusieurs types de lasers qui sont utilisés dans les essais. On dispose d'un coffre qui nous permet de mettre en sécurité nos illuminateurs laser parce qu'on a nos propres illuminateurs laser. Le matériel est considéré comme un armement de guerre optique. Donc à ce titre, il doit être conservé de manière sécurisée. Là, en fait, on est dans la pièce technique où sont situés les différents opérateurs. Les lasers qui sont utilisés dans ce cadre-là sont des lasers qui sont pulsés et qui répondent à un code. Il y a un code qui est en fait classifié et ce code est le même dans la bombe. Donc en fait, une bombe s'attend à avoir un code, et si le code est bon, eh bien, elle va sur la cible. Donc là, on a l'exemple d'un tir précédent. L'ensemble des capteurs est monté sur une tourelle, donc on a un tracking qui est fait sur une cible mobile qui est tractée par un bateau. La munition, elle, est tirée sur l'hélicoptère Tigre. Donc ça simule un hélicoptère Tigre. Tout à fait. Et ça change quoi aujourd'hui, justement, ce genre de technologie dans les conflits? Mais en fait, la frappe laser permet de marquer une cible de façon relativement fine et compliquée à brouiller. Et donc du coup, ça va nous permettre de pouvoir sélectionner une cible précise et de petite taille par exemple. Par contre, elle a besoin d'avoir une météo qui est claire. Une sur le shelter et une sur la croix comme d'hab. Ok, merci. Ah, on voit l'impact là. Exactement. C'est impressionnant. Hein. Le système a fait mouche. Il y a plusieurs technologies d'autoguidage. Il y a l'infrarouge, donc qui va aller sur un point chaud. Il y a également le GPS, mais le GPS peut être brouillé. Et parfois, les munitions peuvent combiner différents systèmes. Ça, c'est la trichromie. Donc, quand notre moyen est rouge, notre moyen est inopérationnel. Quand on est jaune, on est en préparation. Une fois qu'on a la connexion avec le moyen et qu'on est prêt à faire feu avec le laser, on passe en vert. Et sur ordre du directeur de tir, on lance le laser. Donc là, on arrive sur la troisième partie du camion cannelé, donc qui est la partie, on va dire, capteur, avec la tourelle motorisée qui se trouve ici. Ici, on a une focale qui va jusqu'à 3,60 m, donc c'est vraiment une très longue focale. Ouais, Mathis, il a pas ça. Ouais. Non. Disons que là, typiquement, tout à l'heure, on était sur un bateau qui était à 10 km et on arrivait à le voir, quoi. Merci beaucoup, bon essai. C'est un peu le Le camion rush. de C'est pas sorcier, mais Ouais, en technologie de pointe, quoi. Ouais, voilà. Donc là, vous avez un certain nombre de moyens qui sont visibles d'ici. Donc ça se voit peut-être pas trop, mais tout au bout là-bas, il y a un radar.
Ici, là, juste en bas, vous avez ce qu'on appelle, c'est le moyen Stromboli, c'est un moyen de neutralisation. C'est-à-dire quand le missile a un comportement qui est un peu erratique, qui n'est pas conforme, on est capable de les détruire. On arrive au poste de commandement de conduite de tir, donc on arrive vraiment au cœur du dispositif d'essai. C'est en gros le cockpit du missile. C'est exactement ça, voilà. C'est ce qu'on appelle la zone de sauvegarde, la zone de blanchiment à la fois pour la partie maritime et la partie aérienne, mais je vais laisser la main à l'officier de sauvegarde générale qui va vous expliquer ça en détail. Bonjour. Bonjour, capitaine de corvette Johan. Mon rôle en tant qu'OSG, officier de sauvegarde générale, c'est de fournir au directeur d'essai une zone terrestre, une zone aérienne et une zone maritime qui soit claire. Généralement, le principal problème, c'est un plaisancier, c'est un usager de la mer qui, par méconnaissance de la zone ou par manque de temps, n'a pas consulté ce que l'on appelle les avis à la navigation. Moi, en tant qu'officier de sauvegarde générale, je transmets ce qu'on appelle le rouge, c'est-à-dire que l'essai est gelé le temps que la situation soit traitée. Et si le problème survient pendant le tir? Là, c'est un autre volet. Nous avons ce qu'on appelle un officier de sauvegarde en vol. Et si, par mégarde, il y a un intrus lorsque le missile est tiré, on neutralise. Des services techniques spécifiques relaient l'information et nous, en tant qu'humains, pas encore l'IA, on est là pour savoir à quel moment exactement on doit détruire ou si on doit laisser vivre. Et c'est pas stressant d'avoir cette responsabilité justement? Ça peut l'être, mais pour l'instant, on s'en est toujours très bien sorti, on dort bien la nuit pour le moment. Et pourquoi vous êtes dans une salle justement totalement à part? On est dans une salle totalement à part pour justement prendre la décision et ne pas être influencé par tous les événements extérieurs. Parce qu'il peut y avoir des fois autant de problématiques, on va dire, géopolitiques qu'économiques qui peuvent rentrer en compte et que nous, justement, on ne doit pas avoir ces problématiques-là. On s'occupe justement que de la partie sécurité des biens et des personnes. Donc là, on est ce qu'on appelle, nous, la salle n'est pas perdue. C'est juste avant d'entrer dans la salle de conduite d'essai. Et donc là, on a quelques maquettes qui sont disposées pour illustrer certains moyens d'essai qui sont assez difficiles en fait, à vous montrer physiquement. Typiquement celui-là, c'est un moyen qui est unique en Europe, avec tout un réseau d'hydrophones qui sont posés à 2000 mètres de profondeur à peu près, donc pour la partie la plus profonde. Et ça nous permet de faire des essais de torpilles ou alors d'engins à changement de milieu. Tirer 2 sous-marins et après il va frapper à terre quoi en fait. Et ça du coup, qu'est-ce que c'est? C'est une torpille? Alors ça c'est une cible sous-marine en fait, donc c'est une cible qui est censée simuler une torpille. Alors c'est vrai, vu comme ça, elle paraît pas très impressionnante par rapport à une vraie torpille, mais en fait on peut faire en sorte en fait qu'elle génère du bruit qui est similaire en fait à une torpille réelle. Hein. C'est beaucoup plus grand que ça, une torpille qui peut menacer un sous-marin? Ouais. C'est plusieurs mètres. Hein. Oui. Ça, c'est les torpilles et les missiles anti-navires. C'est des armes d'autodéfense pour le sous-marin lanceur d'engin. Donc là, on vient d'avoir la confirmation, le tir est prévu dans 5 minutes. Ça va se passer juste ici devant nous. Alors, le missile, il est au niveau du portique sur le pas de tir. Donc là-bas, on a déployé 2 caméras infrarouges à une dizaine de mètres en retrait du missile. Lors du tir et de la phase d'accélération du missile, le propulseur va être activé et il va générer une flamme à l'arrière du missile. Et cette flamme va émettre du rayonnement qu'on appelle infrarouge, qui est invisible à l'œil nu. Et si on se place dans le cadre de systèmes de défense antiaérien, les capteurs, donc les optiques qui vont être intégrés à ces systèmes, vont se servir de cette signature, de cette source de chaleur pour détecter le départ du missile, le traquer et pourquoi pas donc l'intercepter. Donc en gros, si j'ai bien compris, vous analysez la température émise par le missile et en sachant ça, vous pouvez l'adapter pour déjouer en fait les systèmes ennemis et pas être repéré. J'imagine que c'est primordial en plus, là on le voit en ce moment avec le contexte, on parle beaucoup de systèmes anti-aériens, c'est un peu le nerf de la guerre aussi quand on travaille sur des missiles. Quoi. Exactement, c'est primordial. Et donc ça, c'est pour on va dire des attaques quand nous on lance des missiles, mais il y a aussi un but de défense. Connaître la signature infrarouge de nos missiles, ça permet de pouvoir concevoir des systèmes de détection de départ missiles qui vont être déployés ensuite sur nos navires, sur nos avions de chasse, etc. pour détecter des éventuelles menaces dans les théâtres d'opération extérieurs.
là on attend, on voit déjà la cible en fait qui est placée au milieu de la mer, qui va être frappée par le missile. Donc pour des raisons de sécurité, on ne peut pas être trop proche du pas de tir. Donc on s'est situé à plusieurs kilomètres, mais on a une vue dégagée. Là, ça va pas tarder en fait, donc il faut qu'on soit vigilant parce que là, ça va partir dans quelques minutes. On va viser du coup le pas de tir parce que là, ça va partir très très vite, ça va être très furtif, donc faut pas rater le moment. On attend quoi dans les derniers instants? C'est quoi là l'ambiance dans la salle? Là, généralement, c'est silence de mort. Là, on n'entend rien du tout. Tout le monde est tendu comme un arc et attend la libération qui va arriver avec le départ du missile. Il est quelle heure là? Mettez-vous là, parce que là, sinon vous allez louper. Là. 49, ça part. Ok, ils viennent de lancer le décompte. Appuyez feu dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, appuyez feu. Départ du wow. Le son qui arrive quelques secondes après. Là, il y a un décalage assez fort, entre le tir qu'on voit et le son qui arrive à nous. Impeccable, impeccable, impeccable. Attention, 600 mètres. Impact. Interdit. Là maintenant, la barge va revenir au port, donc ils vont pouvoir récupérer les mesures qui ont été faites sur la barge. Et bien sûr, sur la cible, on verra physiquement si elle a frappé dans le carré qui était attendu. Voilà, déjà pour vous, j'imagine que c'est un peu le stress qui redescend sur une journée là, comme je ça. pense que là, à la salle de conduite d'essai, on va aller voir le directeur d'essai, vous verrez qu'il sera tout sourire. Pour information, transbordement du personnel effectué, en retour à port à mission manuelle, topographie. Parfait, merci. Bon retour et merci à vous. Félicitations. Pareil. C'est pas fini? Comment on se sent justement dans ces dernières secondes? Parce que c'est vous qu'on entend du coup dans la vidéo sur le décompte. C'est énormément de joie parce que c'est 8 à 9 mois de travail. Il y a à peu près 200 personnes qui ont été impliquées dans l'essai, dans les différents services techniques. Et en fait, il y a encore des travaux post-tir. La journée n'est pas finie pour tout le monde? Non, c'est pas fini. Je pense qu'il y a des gens qui vont encore travailler jusqu'à 20h. Donc là, on vient de voir le test d'un missile Mastef, mais il y a différents types de missiles qui sont testés dans les différents centres de la DGA en France. Parmi les missiles testés, il y a les fameux M51, ce sont les missiles qui équipent les sous-marins lanceurs d'engins français. Ils font 12 mètres de haut, c'est la taille d'une fusée Ariane, et c'est d'ailleurs Ariane Group qui les fabrique. Si ça vous intéresse, j'ai réalisé une vidéo l'an dernier sur l'île Longue, la base d'attache de ces sous-marins. Je vous mets le lien à la fin dans le générique. C'est chacun plusieurs dizaines de fois Hiroshima ou Nagasaki. Et derrière la dissuasion, il y a toute une machine qui est en place justement pour faire en sorte que cette machine soit opérationnelle en permanence, quoi. Donc j'espère que ça n'arrivera jamais, mais nous on s'y prépare en tout cas. Quand l'ordre des ciels doit arriver, enfin ça doit marcher de bout en bout, quoi. Et donc nous on leur donne les clés et on leur dit ça marche, quoi. Je résume. Donc là on voit la barge qui vient de rentrer au port avec dessus la cible jaune et l'impact du missile qui est au milieu de la cible. Donc on voit qu'il a touché la cible en plein cœur. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci encore à Mathis pour les images et à bientôt pour de nouvelles explorations.